Je suis Mathilde, ma vie elle a basculé il y a quelques mois de façon assez incroyable et aujourd'hui je suis dans Storytelling pour vous partager ce petit bout de ma vie et passer aussi quelques messages. Bonjour et bienvenue dans Storytelling. Aujourd'hui notre invitée c'est Mathilde. Mathilde aurait pu écrire un livre dont le titre serait « Et si la mort n'existait pas ?» En effet, un jour commun, normal, elle fait un arrêt cardiaque, elle décède pendant de longues minutes et effectivement elle revient à la vie sans séquelles. Alors elle est avec nous pour raconter son histoire, mais avant j'en profite de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver chaque mercredi pour un nouvel épisode, donc en audio sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous écouter en voiture, dans le bain, en faisant du sport, et sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner puisque vos abonnements nous permettront de vous proposer d'autres histoires incroyables. Et puis, si vous souhaitez laisser un commentaire à nos invités, ils se feront un plaisir, évidemment, d'y répondre. Avant de retrouver Mathilde, on va parler de notre partenaire pour ce podcast. Notre partenaire, c'est les ateliers. Aux ateliers, c'est un espace de 7000 m² avec une multitude de loisirs. On trouve du bowling, de l'escalade, du laser game, une aire de jeu pour enfants, du trampoline et même un tout nouveau studio de karaoké, la salle où on se trouve actuellement, qui est magnifique. Et pour combler votre appétit, un bar, un restaurant et même un hôtel, tout à votre disposition. Et comme je pense que j'ai pas très bien expliqué, le mieux c'est de regarder la vidéo. Aux ateliers, c'est le spot incontournable de Besançon pour vos sorties en famille, entre amis ou entre collègues. Dans un ancien bâtiment industriel entièrement réaménagé, découvrez un espace unique pour vous éclater. Bowling dernière génération, laser game immersif, trampoline, escalade ludique, pleine de jeux pour les plus petits, billard, fléchettes, shuffleboard, une salle d'arcade avec jeux vidéo et flipper, et même des studios karaoké privatifs pour chanter vos tubes préférés. Envie d'une pause? Direction notre bar pour savourer un cocktail maison ou la table des ateliers et le snack pour des plats gourmands faits maison. Aux ateliers, c'est 7000 m² d'activités, 2 salles de séminaire modulables pour tous vos événements pro ou privés et un hôtel 4 étoiles de 22 chambres pour prolonger l'expérience. Tout au long de l'année, retrouvez aussi nos grands événements, décorations spectaculaires et animations pour petits et grands à Pâques, Halloween, Noël ou encore Nouvel An et retransmission des matchs sur nos écrans géants. Le bowling sportif, c'est aussi l'ADN des ateliers. Avec 5 ligues par semaine, des tournois nationaux et un pro shop pour s'équiper en boules et accessoires. Et ce n'est que le début. Bientôt, découvrez Battlecart, Gameside ou encore Quiz Room, des nouveautés 100% fun pour encore plus d'aventures. Aux ateliers, on crée des souvenirs et on a toujours envie de revenir. Bienvenue Mathilde. Je suis ravi de t'avoir, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation. Je sais que c'est pas évident de revenir sur l'histoire qui s'est passée, et c'est pas évident pour toi, parce que c'est un exercice que tu n'as pas fait beaucoup de fois, en tout cas. Je suis vraiment content que ça soit, qu'on partage ce podcast ensemble. Pour revenir à cette histoire, donc tu l'as un peu dit dans ton introduction, en tout cas, effectivement, un jour, on va dire tout à fait normal, où ta vie bascule, tu fais un arrêt cardiaque, et effectivement, de cet arrêt cardiaque, de longues minutes passent avant que tu sois réanimé, et pour finir, tu te réveilles et tu n'as, pour ainsi dire, quasi aucune séquelle. Donc, je dirais que c'est ça l'histoire. Est-ce que j'ai bien résumé? Alors, on va revenir dessus, on va évidemment aller un petit peu plus en détail, on va te poser plein de questions, mais avant tout, on aimerait te connaître un petit peu plus. Donc là, je vais te poser juste une question. Si on parlait, par exemple, musique, quelle chanson, par exemple, te caractériserait aujourd'hui? Si tu avais une chanson qui serait... Ce serait Vivre pour le meilleur de Johnny. C'est vraiment une chanson plus qui est puissante, donc dans les paroles, dans la musique. Ouais, c'est l'intensité qu'elle envoie, c'est cette puissance aussi de la vie, du cœur. Et voilà, on connaît tous Johnny avec son potentiel et dans ses concerts, dans tout ce qu'il a pu donner, c'est un peu l'hymne à la vie, quoi. Et moi, c'est ça aussi. C'est vraiment ce que tu ressens aujourd'hui. Ouais, pourtant, je suis pas une grande fan de Johnny, mais cette chanson, elle me parle encore plus aujourd'hui. Et elle prend tout son sens, ouais. D'accord. Alors écoute, on va revenir sur ton histoire, mais avant le jour J, ce qui s'est passé.
On aimerait te connaître, comme je l'ai dit, un peu plus. Et ce que j'aimerais savoir, c'est qui était Mathilde avant le drame. Est-ce que tu peux nous expliquer, te présenter? Oui, effectivement, comme tu le dis, il y a l'avant et il y a l'après. Et je ne suis pas la seule à traverser ce genre d'histoire et de cheminement. Alors, Mathilde d'avant, j'ai donc 37 ans, je vis avec mes 3 enfants, je suis infirmière puéricultrice, je fais un métier que j'adore, c'est ma passion, c'est une vocation et c'est mon essence aussi. Je suis à un tournant de ma vie où je vis les plus beaux moments de ma vie, où je suis hyper heureuse, où tout va bien. Où je vais super bien. Voilà, physiquement, je vais bien, ma vie va bien, je viens d'acheter ma maison, voilà, tout roule. Et puis, je fais mes petites activités, voilà, j'ai beaucoup d'activités. Plutôt sportive? Oui, assez sportive, oui. Je fais pas mal de trail et voilà, j'aime vraiment la vie, j'aime la montagne, enfin voilà, je fais beaucoup d'activités. Tu as des passions? Oui, je suis pompier volontaire, Wow. infirmière pompier volontaire, donc depuis 15 ans. Et puis je me suis mis au trail il y a quelques années, après la naissance de mes enfants. Donc dans un club avec des amis, et voilà, quelque chose d'hyper hyper salvateur aussi pour moi dans ma vie d'aujourd'hui, avec ce que j'ai besoin d'évacuer et de vivre aussi. Est-ce que tu avais des problèmes de santé avant ce drame? Oui, alors j'avais cette malformation cardiaque qui était connue et qui était pas traitée, hein. Je voyais le cardiologue très régulièrement, mes examens dataient d'il y a quelques mois avant, qui étaient très, très bons, normaux, et il n'y avait pas de souci. Donc, mais tu t'as jamais gêné en fait? Jamais, j'ai jamais eu de symptômes. Voilà. Je sais que j'étais porteuse de cette malformation parce qu'à la naissance, j'ai été dépistée de façon congénitale. Mais sans ça, je ne ressentais absolument aucun symptôme. D'accord. Et à ce moment-là, ton rapport à la mort, c'était comment? Compliqué parce que c'est difficile. Moi, je côtoie la vie, je côtoie la mort, je côtoie la maladie dans mon métier aussi depuis presque 20 ans maintenant, dans le monde de la pédiatrie, de l'enfance. Et puis, je vis des moments vraiment particuliers avec les familles. Et cette mort, elle fait peur, elle m'inquiète, elle m'angoisse et j'aime pas en parler. D'ailleurs, je quitte la table quand on en parle des repas ou voilà, c'est difficile pour moi. Et puis voilà, la vie a fait que des proches sont partis beaucoup trop tôt dans mon cercle très très proche, familial. Et du coup, mon rapport à la mort, il est un peu rejoué à ce moment-là puisque on doit anticiper cette mort, on doit la préparer, on doit l'organiser. Et ça va se faire dans un cocon hyper serein. Et je vais beaucoup m'apaiser par rapport à tout ça, bien avant mon accident. Hein. Et puis viendra l'accident où là, la vie bascule et effectivement, mon rapport à la mort, il va évoluer. Il va changer. C'est même plus évoluer, c'est changer. C'est même pas un changement, ça n'a rien à voir. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. Alors justement, on arrive au jour de l'événement. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter cette fameuse journée? Oui, le 15 novembre 2023, c'est un mercredi. Je devais travailler ce jour-là et en fait, je change de jour avec ma collègue la veille. Je vais à ma séance de yoga comme tous les mercredis soirs dans la salle des fêtes du village où j'habite. Parce que tu habites un village qui est quand même assez éloigné de l'hôpital. Oui, on a c'est important de le dire. On est à 30-40 minutes de l'hôpital le plus proche, Pontarlier et Besançon. Donc voilà, dans un tout petit village, dans la salle des fêtes du village, avec les amis du village, les mamans d'élèves qui sont avec mes enfants à l'école. Donc voilà. Tous les gens, tu les connais? Je connais toutes les personnes qui sont là. Ouais. Et puis on se côtoie, ça fait plus d'1 an qu'on fait plein de choses ensemble. Et donc je vais à ma séance à 18h, enfin à 19h, et tranquillement avec mon petit tapis sous le bras. Je commence ma séance et jusqu'à ce moment-là, moi je me souviens de tout. Et là, tout ce que je vais te raconter, en fait, c'est ce qu'on m'a raconté. Puisque moi, je n'ai pas de souvenir de
de ces instants-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as compris qu'il pouvait t'arriver Non. quelque chose? Jamais. Du tout. À aucun moment. Pas eu de signaux? Non. Rien. Ni moi, ni les personnes qui m'entourent, parce que les personnes qui m'entourent m'ont pas vu non plus vaciller, m'ont pas vu trembler. Voilà, je suis tombée subitement sur le visage. Enfin voilà, je suis tombée. C'était très brutal. D'accord. Et donc effectivement, après, donc, tu n'as, comme tu l'as dit, pas de souvenir, en tout cas de ce qui se passe autour de toi. Je vais tomber en arrêt cardiaque très rapidement. Et les personnes qui sont avec moi, par chance, une sage-femme, une infirmière, pompier, dans les nanas qui sont avec moi. Donc finalement... Donc tous des gens en fait finalement qui sont des personnes qui sont dotés d'un brevet de secourisme, ouais, je dirais presque ça, ouais. Qui sont autour de toi. Par contre, c'est toutes des personnes que tu connais. Est-ce que objectivement ça peut pas être un frein ou difficile entre guillemets d'agir en fait quand on connaît un peu plus les gens? Ben, ça a été très difficile pour elle parce que j'ai pu en parler beaucoup avec elle. On va y revenir récemment. Aussi. Ouais. Pour mes amis très proches, c'est la sidération, c'est le déni. Elles n'ont pas envie de croire ce qu'on leur dit. Il y a une des filles qui est le plus proche de moi qui prononce, voilà, elle est en arrêt cardiaque, on commence le massage cardiaque. Mais a priori, voilà, les filles n'ont pas compris, quoi. Oui, parce que les autres n'ont pas bougé. En fait, il y en a une qui a eu le réflexe. Bah, si, elles ont toutes eu une place. Toutes les filles ont eu une place importante dans cette intervention-là. C'est-à-dire que une des filles qui me connaissait le moins, donc qui est le moins impactée de point de vue affectif, c'est elle qui va mener en fait l'intervention et qui va driver les choses. Et à mon avis, c'est pas un hasard, parce que c'est elle, avec le détachement, l'affect, qui va réussir en fait à ordonner les gestes et à faire que ça soit chronologique et aller dans le bon sens. Et c'est ce qui va faire que l'intervention, elle va être parfaitement menée et que la chaîne des secours, elle va suivre de façon optimale. Toutes ces filles qui sont autour de moi et qui me connaissent très très bien, finalement, elles vont appliquer ce qui leur est dit. Elles vont le faire super bien. Et ça dure combien de temps? On sait? L'arrêt cardiaque, il va durer presque une demi-heure, 30 minutes. 30 minutes. C'est important parce réanimation cardio-respiratoire. C'est important parce que les médecins considèrent qu'au bout de 30 minutes, le cerveau privé d'irrigation sanguine est irrémédiablement détruit. Le patient, on peut considérer qu'il est mort. Donc, c'est des longues minutes. La chance que j'ai, c'est que moi, mon cerveau a été irrigué, puisque je tombe en arrêt cardiaque. Le massage cardiaque intervient presque avant même mon arrêt cardiaque. Donc, mon cerveau va continuer d'être irrigué. Pour autant, je suis en arrêt cardiaque. Mon cœur ne reprend pas une activité cardiaque. Donc, la réanimation, elle va durer sur le moment au moins plus de 30 minutes. Là-dessus, on va mettre en place le défibrillateur parce que la deuxième chance que j'ai dans cette histoire, c'est que le défibrillateur il se trouve dans la salle des fêtes, là où je me trouve. Donc ça, c'est effectivement une vraie chance. Oui. Parce que sans ça, je pense qu'aujourd'hui, tu ne serais peut-être pas là pour en parler avec nous. Parce que ça a été d'une efficacité, je pense, en tout cas importante. Donc oui, c'est une deuxième chance d'avoir ce matériel-là. Oui, il y a un trio en fait parfait pour moi. C'est que je suis au bon endroit, j'ai les bonnes personnes, ça c'est primordial. Hein. J'ai un massage précoce qui est délivré tout de suite. Ça. En fait, un défibrillateur, il n'a pas de sens sans massage cardiaque précocement. Donc moi, je suis massée précocement et j'ai des défibrillateurs. Néanmoins, moi, j'aurais quand même besoin de 5 chocs au moins de défibrillateurs pour que mon cœur il reprenne une activité cardiaque qui puisse permettre le transport. 5 chocs, ouais. C'est beaucoup. C'est énorme. En étant pompier, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. En général,
2, 2, 3. 3 max. Et là, Mais, on est à 5. Et Et là, là, ça repart. Et là, effectivement, quand un choc se délivre, 2, 3, la charge émotionnelle autour de moi est immense, puisque on comprend que là, je suis en train de partir, quoi, et que je reviens pas. Donc, plus les chocs arrivent, et plus ça devient critique. Et là, au niveau au niveau des signes, ça devient inquiétant, puisque mes pupilles sont complètement dilatées. Enfin, je suis vraiment en train de basculer, quoi. T'es parti. Mm. D'accord. Donc, au bout de ces chocs, tu reviens. Mm. Entre-temps, il y a eu quand même ces personnes qui étaient avec toi à ton cours de yoga, Oui. qui ont promulgué les premiers soins. Oui. Il y a aussi une équipe Le SMUR. du SMUR, Mm. il y a les pompiers Oui. qui sont intervenus. Oui. Et la particularité, c'est que c'est aussi des personnes Oui. que tu connais très bien, puisque c'est la brigade dans laquelle peut-être Oui. tu étais. Mm. À ce que tu sais, puisque évidemment tu te rappelles de rien, mais comment ça s'est passé pour eux? C'est un choc indéfinissable. Parce que donc moi, je suis pompier depuis 15 ans avec les gens de la caserne dans laquelle je me trouve. On est une petite équipe, on est 18, hein, donc on se connaît très très bien. On sait que potentiellement on intervient dans nos villages et que on va connaître forcément la victime. La particularité, c'est que ce jour-là, les pompiers sont déjà en intervention sur un chat qui est coincé dans un arbre. Donc, truc qui peut arriver, on va dire, très bateau, mais voilà, qui quotidiennement. arrive. Donc, ils sont sur cette intervention-là. Et puis, ils sont déviés sur leur retour par l'intervention qui me concerne. Mais les informations vont être erronées, puisqu'ils ne savent pas le nom de la victime. Ils savent simplement que c'est quelqu'un de 35 ans et que c'est un saignement de nez. Voilà, plus ou moins malaise. Et puis, au moment où les pompiers se présentent à la salle des fêtes, il y a une émulsion d'angoisse, de stress, hyper... qui va être comment dire, révélateur de cet affect qui va tourner, qui va être au-dessus de cette intervention. Les pompiers arrivent, il se trouve que voilà, c'est mes meilleurs amis qui interviennent. Et au moment où ils arrivent, ils découvrent que c'est moi. Donc ils voient Mathilde au sol et ils voient qu'il y a un massage cardiaque en cours. Donc là, c'est le choc pour eux. Ils comprennent pas. Ils veulent pas comprendre. Et pour autant, dans le quart de seconde... ils agissent. Alors, ils sont sidérés. Et je crois même qu'un des trois va s'écrouler à terre. Et dans la seconde, en fait, ils vont se relever à se dire ok, là, on va débrancher nos cerveaux. Et puis, on va se mettre en mode survie automate. Et on y va. Et on donne tout. Et à ce moment-là... Donc là, ils ont repris la main. Ouais, là, ils prennent le relais des filles qui étaient présentes. Et là, plus rien n'existe autour. Il y a plus que moi. Et ils sont focus. Et ils vont s'acharner. S'acharner parce que... C'est le terme. Parce que, oui. Parce qu'apparemment... ils sont battus. Ils se sont battus et ils n'ont jamais rien lâché. Est-ce que tu penses que ça fait... c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui tu as pu t'en sortir? Oui, mais je pense que tous en fait, n'ont pas voulu croire que c'était la fin. Tous me l'ont dit, c'était impossible que tu partes. Et ben, je suis pas partie parce que je pense que j'ai senti aussi cette énergie, j'ai senti cet amour aussi qui m'a portée et qui, en fait, qui m'ont transmis au-delà des gestes. Et ça se décrit pas. Je sais qu'ils ont tout donné en fait. Ils pouvaient pas faire plus. Ils ont tout fait comme il fallait. Mais ils l'ont bien fait. Et ils l'ont super bien fait. Et ils l'ont bien fait. Et ils l'ont bien fait. Et je sais que moi, c'est aussi ça qui m'a ramenée. Moi, je l'ai senti ça. Et c'est pas
Ça, c'est pas du flan, voilà, c'est viscéral, on le sent. D'accord. Alors justement, euh, pendant ce temps, Mm. tu dis que tu ne sais pas, on t'a raconté. Mm. Mais est-ce que tu as entendu en fait ce qui se passait autour de toi, des bruits, est-ce que pendant que tu étais inconsciente, des voix, rien du tout? Non, moi, j'ai aucun souvenir de ce qui se passe. Les seuls souvenirs que j'ai, euh, c'est le moment où je vais basculer. Le moment où je bascule de la vie à la mort. Et là, je sais que c'est pas un cauchemar. Parce que voilà, ça arrive, hein, parfois on fait un cauchemar, voilà, un tourbillon, un truc vraiment pas cool. Et là, je savais que c'était pas un cauchemar, je savais que c'était la mort. Euh, je... Alors, comment on sait que c'est la mort? euh, Comment tu bah, savais? parce que je savais que c'est pas en me bousculant que j'allais me réveiller, quoi. Je savais que c'était pas... t'es en train de dormir dans la nuit, puis tu dis, ah, faut que je me réveille. Non. Moi, je savais que c'était la mort parce que j'ai aussi vu, voilà. J'ai pas entendu, j'ai pas eu de voix, j'ai rien eu de tout ça. Par contre, voilà, T'as vu des choses? j'ai vu une personne qui est plus là et du coup, j'ai compris. J'ai compris que c'était l'autre côté et que c'était sombre et que il fallait pas que j'y aille, que je pouvais pas y aller. Justement, en fait, on a fait un peu des recherches, Mm. avec des témoignages de personnes qui Mm. ont été en mort imminente, Mm. ce qui t'est arrivé. Et certaines personnes parlent justement de visions, Mm. de sensations, donc ce que tu nous décris un peu. Euh, donc ils ressentent des choses, en tout cas, comme là, tu as eu l'impression peut-être de basculer de l'autre Mm. côté. Alors on a juste repris un témoignage qui nous a paru plutôt très clair. Et, je voulais te le dire, c'est un passage. Alors c'est un peu long, mais je vais essayer de raccourcir. Et ce que je voudrais savoir, c'est si toi, tu as vécu un peu ces choses-là, ou pas du tout. Alors, le témoignage, il commence comme ça. Pendant cette expérience de mort imminente, j'ai le souvenir de mes premières perceptions ou sensations. J'ai eu l'impression d'entrer dans un grand tunnel avec des couleurs vives et violentes, bruyant comme si je tombais dans un précipice sans fond. Pris de nausées et de panique, j'avais l'impression de découvrir l'enfer. Puis dans un bruit infernal, tout s'est arrêté subitement. Je me revois assis au sol, entouré de grottes dégoulinant d'humidité, de personnages hideux et de vilains oiseaux. Dans cet endroit affreux, j'ai entendu une voix qui me disait « Ne reste pas ici, tu n'en ressortiras jamais et tu n'as rien fait pour mériter cela. » Est-ce que ça te parle? Alors, ça me parle dans la noirceur de ce que tu décris. Ouais. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'était très sombre, c'était très glauque, c'était pas du tout coloré, c'était angoissant, c'était l'expérience la plus effroyable que j'ai vécue. Donc ça correspondra un petit peu à ce Ben, que... c'est pas... Pas tout à fait Ouais, exact, mais... moi, c'était très sombre et c'était quelque chose de très long, pas un tunnel, quelque chose de très long et qui m'emprisonnait. Par contre, voilà, j'ai aucune vision et après, voilà, ces expériences de mort imminente, il y en a plein. Oui, Il y a plein de témoignages. Beaucoup de témoignages, mais souvent ça finit avec la vision d'un proche qui est décédé et qui finit par dire ben c'est pas ta place, il faut repartir. C'est comme ça qu'il termine entre guillemets son explication. Est-ce que tu étais en train de dire justement que tu as vu une personne décédée? Oui. Est-ce Oui. qu'on peut savoir, Ben, on peut en savoir un peu plus? Mon papa est décédé il y a maintenant 5 ans et je vois mon papa qui est présent, qui est là et qui ne me parle pas, mais qui me sourit. Et là, je comprends que j'ai basculé de l'autre côté et j'ai pas envie d'y rester. Et je vois que lui, il est pas inquiet parce qu'il sait que je vais repartir. Et c'est à ce moment-là, oui, que je comprends que là, c'est la mort et je pense que cet élan d'amour que je te décris juste avant, c'est à ce moment-là qu'il intervient et qui vient me ramener à la vie et à l'ici, bas, sur Terre. Parce que j'ai réellement senti ça. Je me suis sentie mon corps mon corps qui revient les pieds sur terre, quoi.
je me suis sentie happée par cette vie en bas. D'accord, donc tu as senti, Ouais. c'est à ce moment-là que tu as Ouais. retrouvé en fait Ouais. ton corps. D'accord. Parce que les scientifiques parlent aussi de plusieurs choses dans ce cas de figure, c'est la décorporation, Mm. le fait que le corps parte, le changement d'état du corps, le tunnel en Mm. question, un être de lumière, une vision des proches décédés, le retour à la vie, Mm. et finalement cette frontière qui est entre les deux. Donc ça correspond à ce que tu as vécu, en quelque sorte. On est vraiment dans ce qu'ils décrivent, en fait. La décorporation, c'était plus dans les moments où j'étais dans le coma, en réanimation. Où je survole mon corps et je me vois. Ça, tu l'as vécu, donc Ouais, tu mais te ça, c'était rappelles de ça, c'était au réveil du coma. Et je vois, je me vois d'en haut, quoi. Je vois ce corps allongé avec ma tête défigurée, parce que je me suis cassé le nez, donc j'étais défigurée. Hein, Donc avec en soins. en réanimation, ouais, avec toutes ces couvertures bleues frigorifiques, enfin voilà, avec ces branchements de partout, avec l'intubation, avec les perfs de partout. Et ça, je le vois d'en haut, ouais, avec ces paravents qui sont sur les côtés. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là, quoi? Alors t'es ici, t'es parti, et ça va durer pendant quelques semaines où je vais dire à mes proches, mais je suis en vie, je suis morte, je suis vivante, je suis morte. J'ai besoin de toucher, j'ai besoin de sentir mes proches, j'ai besoin de me toucher, moi. Parce que je sais toujours pas si je suis bien là ou... Et j'ai cette confusion où je suis au-dessus, je suis en bas, je sais plus, en fait. Je suis Donc il y a une perdue. phase, en fait, où tu te retrouves un peu entre deux. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cet espace-là entre la vie et la mort, et il faut le temps que je redescende, quoi. Et là-dessus, on va rajouter toutes les drogues, hein, tous les médicaments, tout ce qui nous est injecté, qui va aussi parasiter un peu tout ce qui se passe au niveau neurologique. Hein. T'es entre le réveil et en fait, on va te replonger dans le coma parce que tu réagis mal au réveil. Donc, t'es en train de te réveiller, mais tu replonges. Tu vois tes proches, mais tu repars. Ça, c'est assez incroyable, en fait, ce que tu décris là, cette Ouais. sensation. Et donc, finalement, dans cette phase-là dont tu parles, est-ce que tu essayes, donc tu disais, il faut que tu te touches, mais est-ce que tu arrives à te toucher? Est-ce que tu essaies d'interpeller? Oui, j'agrippe sans arrêt mon conjoint qui est à côté de moi. Je sursaute sans arrêt. Ces sursauts, c'est aussi pour moi, je suis en vie. Donc je m'endors. Dès que je m'endors, je me réveille en sursaut. Mais je pense que c'est mon inconscient, hein, qui vient me rappeler, oh, c'est fini, tu y es plus, quoi. T'es bien là. Et puis j'ai sans arrêt besoin de fermer les yeux, de les ouvrir, de les refermer pour voir si c'est la même vision. J'ai besoin de comparer, en fait. Et de me dire, ok, j'y Je suis suis revenu. et j'y repars pas. Je suis bien là. Et ça va durer des semaines. Oui, donc l'hospitalisation, donc au moment où, en fait, on te réanime, on te ramène jusqu'à l'hôpital, Ouais. tu reviens en hélicoptère? Non, en véhicule terrestre, enfin en véhicule pompier, quoi. Donc c'est très long. Ouais, c'est long. Oui, c'est long. Et ils arrivent à te maintenir tout le long? Oui, alors je vais faire le transport et ça va se passer correctement. Bon, mes proches quand même enfin, les médecins préviennent mes proches que c'est pas sûr que je résiste au transport, que tout est possible, que je peux arriver à l'hôpital et que voilà, on tente le transport, mais c'est pas gagné, quoi. J'imagine que tes proches, ça devait être C'est compliqué. difficile parce que finalement là, je vais être entourée de quasiment tous mes plus proches, quoi. Alors j'ai pas mes enfants, fort heureusement. Mon conjoint il passe à ce moment-là, c'est pareil, il passe à ce moment-là de l'intervention, c'était pas du tout prévu. Et il tombe sur l'intervention, il arrive au moment où je suis en arrêt cardiaque, donc il va voir, il va vivre, il va constater tout ce qui se passe. Et là, je suis entourée de mes proches amis, de ces gens qui comprennent pas ce qui se passe, quoi. Et c'est un vrai cauchemar.
Aujourd'hui, alors eux en parlent mieux que moi, mais on me dit c'est un moment où c'est cauchemardesque. Alors, on a pu, enfin moi j'ai pu échanger avec un des pompiers qui est un de tes amis. Ouais. Il en pleurait, donc je pense que l'émotion est encore présente, très très forte. Mais donc du coup, tu arrives à l'hôpital, tu arrives en vie. J'arrive en vie, je vais donc être en réanimation tout de suite. Et puis là, mon état est toujours critique, mais voilà, je suis dans le coma et je suis prise en charge et on va me faire une IRM cérébrale quand même assez rapidement, qui va quand même révéler qu'au niveau cérébral, c'est plutôt correct et que les séquelles n'ont pas l'air, hein, je dis bien n'ont pas l'air parce que une imagerie, c'est parfois par accord avec l'état physique de la personne qu'on a en face. Et qui peut se dégrader. Et qui peut se dégrader, et voilà, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Mais je vais être stable. Et les examens sont rassurants, l'imagerie est rassurante, donc les médecins vont rien lâcher. Et surtout, c'est impossible pour eux de lâcher. C'est-à-dire que c'est hors de question en fait de se dire que ma vie elle va s'arrêter. Et ils vont tout donner jusqu'au bout et je vais me réveiller. Enfin, ils vont me réveiller quelques jours après. Réveil compliqué parce que les premiers réveils sont pas simples. Ça va être un échec pour le. Quand tu dis sont pas simples, c'est agité. Ouais, réveil très agité. Réveil où je suis confuse, où au niveau cardiaque ça s'emballe un peu aussi. Donc là on est obligé de me replonger dans le coma. Donc mes proches, c'est un peu l'effet soufflet quoi. C'est elle est en vie, ça y est, elle se réveille. Et puis finalement non, parce que en fait mes proches vont être ensemble pendant presque 48 heures, tous. Et le moment où je me réveille, ils vont être tous ensemble dans la même pièce, voilà. Ils vont vivre ça presque en direct. Et ils ont l'information que je me réveille, mais finalement que ça va être un échec. Et puis le deuxième appel, ça va être Mathilde, elle est réveillée, elle veut parler à Julien, voilà. Et donc là... Alors ça, c'est le réveil, oui. Donc le deuxième, oui. se passe mieux. Oui. C'est quoi les premières pensées? Comment tu réagis? La première pensée, c'est mes enfants. Je me réveille, la première chose... Tu as une notion du temps? Pas du tout. Tu sais pas combien de temps il s'est passé là? Je sais même pas ce que je fais là, je sais pas... Oui, du coup. Je sais même pas ce qui s'est passé. Par contre, je reconnais le lieu hospitalier, que je connais très bien. J'ai cette odeur de stérile, d'hôpital, que je connais parfaitement bien. Donc, je reconnais l'endroit où je suis. Je comprends que je suis en réanimation. Je vois l'intubation. Je vois toutes les couvertures qui sont en train de me réfrigérer, parce que quand on est dans le coma, on baisse la température du corps pour réguler les organes vitaux. Donc je reconnais tout ça, mais je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Mais la première chose que je vais dire tout de suite en me réveillant, je suis encore intubée, je vais dire le prénom de mes enfants et je vais dire leur date de naissance. Et comme si j'avais besoin de rassurer mes proches et de rassurer les soignants et de aussi. te rassurer toi aussi, peut-être. Et de me rassurer moi en disant j'ai pas tout perdu. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas ce que je fous là. Mais par contre, j'ai 3 enfants et ils sont nés tel jour, tel jour, tel jour. Et à ce moment-là, les soignants vont être quand même rassurés parce qu'ils savent que effectivement j'ai 3 enfants. Ils savent pas leur prénom forcément, mais ils comprennent que je suis quand même que au niveau cérébral, c'est un bon signe. Pour l'instant, tout est là. La deuxième chose, c'est que je vais demander à parler à mon conjoint. Et la troisième chose, je vais dire aux soignants qu'il faut annuler mon rendez-vous à la banque, parce que j'ai rendez-vous à la banque le lendemain. Donc là, les soignants se disent, ouais, là, elle décabane peut-être un peu, donc elles en parlent à mon conjoint. Tu avais tout à fait un rendez-vous à la banque. Et en fait, j'avais rendez-vous effectivement à la banque le lendemain à 10h. Et donc j'avais quand même le souci de... C'est la petite touche d'humour, ça. Mais oui, mais voilà, c'est là aussi où je me dis... rien n'est impossible. Et
faut s'accrocher, même quand l'espoir est minime. Voilà, on a des ressources, quoi, qui sont insoupçonnées, qui sont de je ne sais où, mais elles sont là. Et donc, du coup, bah, là, les médecins t'ont expliqué, Oui. et t'as vite compris, puisque Ils m'expliquent plusieurs formation de fois. pompier, tout fonctionne à ce niveau-là. Mm. Donc là, je pense que tu as compris ce qui Oui. t'était réellement arrivé. D'accord. Donc, du coup, pour revenir aux gens qui t'ont finalement soigné, t'en as un peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu les as revus? Est-ce que tu les as appelés quand tu t'es réveillé, par exemple? Parce que c'était Ouais. peut-être important pour eux d'attendre finalement ce retour et s'imaginer peut-être en plus que ça allait être compliqué. Comment ça s'est passé en fait? Alors, certaines personnes, je vais les revoir très très vite. En fait, une des premières choses que je fais en rentrant de l'hôpital, c'est le premier mercredi, c'est de retourner voir toutes les filles avec qui j'ai vécu ce moment-là, dans cette salle. Je vais y retourner et ça va être un moment d'une émotion inqualifiable parce qu'on se retrouve au même endroit. On se retrouve que seulement 15 jours après. Et c'est un peu... on est passé du cauchemar à presque un rêve, en fait. Où finalement, on n'aurait jamais imaginé une issue pareille. Donc, Ni d'un côté ni de ni d'un l'autre. côté ni de l'autre. Donc il y a énormément d'émotions et en même temps une joie immense. Moi, je peux enfin leur exprimer aussi la gratitude que j'ai. Parce que tout ce qu'on me raconte, c'est ce qu'on m'a raconté, mais moi j'ai besoin de les voir, j'ai besoin de les toucher, donc je vais revoir ces personnes-là, ça va me faire un bien fou, elles aussi. Et puis après, moi je vais avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé dans le détail. Donc je vais chercher à avoir des réponses et je sens que mes proches et que les personnes présentes vont avoir du mal à me décrire, puis à me dire ce qui s'est passé, parce que c'est compliqué de revenir aussi dans tout ça, donc je cherche, mais j'essaie de faire attention aussi de ne pas trop les brusquer. Et puis, il y a une personne avec qui je communique, qui a été présente et donc la personne qui a amené l'intervention, hein, que je vais revoir, mais il y a très peu de temps. Donc ça veut dire presque 1 an après. On va pouvoir reparler, enfin, se poser l'une en face de l'autre et pouvoir échanger sur cet épisode de vie. Donc là, tu parles de la personne qui a fait le massage Ouais. cardiaque au départ. C'est la personne qui me connaissait le moins et qui finalement a amené les choses du début à la fin. Avec un peu moins d'affect. Avec un moins d'affect et avec cette énergie aussi pour emmener avec elle cette puissance aussi pour me ramener à la vie, quoi. Et donc, comment se Et passe donc, cet entretien? Parce que du coup, 1 an plus tard, ouais. elle n'a pas souhaité te rencontrer avant? Si. Ah, Alors, si. on a programmé, la vie est quand même bizarrement faite, mais on avait programmé 2, voire même 3 rendez-vous qui se sont annulés parce que, voilà, pour des raisons X ou Y. Donc, finalement, 1 an après, on se voit seulement. Mais on avait échangé, hein, comme ça, beaucoup par téléphone, par message. Et puis là, on va se replonger dans ce moment-là. Et ça va être un moment très important pour moi, pour elle aussi. Je pense même salvateur, parce que moi, il m'a manqué plein d'éléments que j'ai enfin compris là, qu'on m'avait pas dit, qu'elle a ressenti et que elle a pu me dire aussi avec cette distance sur la situation, cette distance affective aussi, à l'époque. Parce qu'effectivement, elle ne savait pas qu'elle était en train de masser une nana de 37 ans, qui avait 3 enfants, comme elle. 37 ans, 3 enfants, infirmière, comme elle. Enfin, elle n'avait pas notion de tout ça. Elle n'avait pas notion que mon conjoint arrive à ce moment-là, puis que finalement, elle est en train de me masser et que la personne qui la fixe pendant une demi-heure, c'est mon conjoint. Elle voit, mais elle le sait après. Heureusement. Et heureusement. Donc, on va partager vraiment ces moments-là qui sont d'une émotion. Ouais, on peut pas le décrire et physiquement même, on a ressenti des choses. Finalement, vous êtes rapprochés? Oui, mais on a quelque chose qui nous lie et comme on l'a dit, on a un lien du cœur.
Mais avec toutes ces personnes, moi j'ai un lien du cœur avec toutes les personnes qui ont été présentes avec moi. Dire la nana qui a couru chercher le défibrillateur, elle a été aussi plus importante que celle qui a constaté l'arrêt cardiaque et Tous c'était important. tous ont eu une place. Tu as dit, ils ont vraiment fait un travail d'acharné. Oui, oui. Pour, et puis il y a aussi ces personnes qui ont rien fait physiquement, mais qui ont rassuré, qui ont parlé, qui ont apaisé. Et tout ça, ça fait un move hyper enveloppant et hyper apaisant pour tout le monde. Et donc tout le monde a composé d'une façon... Enfin, c'était souvent, on se dit que c'est une intervention parfaite. Très bien. En tout cas, c'est une belle, c'est une histoire qui mérite d'être entendue. Et effectivement, c'est important que les gens peut-être soient formés à ce secourisme. C'est important qu'il y ait du matériel, surtout quand on est loin d'un hôpital. Donc, effectivement, ça peut être quelque chose d'impératif, je dirais. Il faudrait qu'il y ait tout ça, qu'on puisse mettre ces choses en place. On va venir à aujourd'hui, l'après. Est-ce que tu dirais que cette expérience a changé ta manière de voir la vie? Ma vie, comme je l'ai dit, ma vie, il y a l'avant et l'après. Aujourd'hui, ma vie, c'est une autre vie. Je vis une autre vie, je vis une seconde vie. Alors voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas changé. Hein. J'ai toujours mes 3 enfants, j'ai toujours ma maison, j'ai toujours mon job. Mais ma vie, elle est totalement différente. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vois des choses différentes. Je vois de nouvelles choses. Comme par exemple j'apprécie des choses qui avant étaient banales. Voilà, ça passait et ça passait. Aujourd'hui, je savoure... Tu dis plus l'instant présent? Je savoure complètement l'instant présent. Tu te satisfais d'un petit peu des choses simples? De rien. De rien. Le petit papillon qui passe devant moi, je le regarde et je l'admire et des fois même j'ai envie de lui parler parce que voilà. Alors c'est pas perché ce que je dis là, mais c'est que je donne du sens à tout ce qui m'entoure et tout ce que j'ai à vivre. Ce qui m'est donné de vivre aujourd'hui, je me dis que c'est pas là par hasard et donc j'en fais quelque chose et j'essaie de le faire le mieux possible. C'est une nouvelle philosophie de vie? Oui, parce que si je suis en vie, je pense que c'est un vrai miracle, ça j'en suis certaine. Donc je suis pas revenue pour rien, et c'est aussi pour ça que je suis là avec toi, Pascal, parce que au-delà de mon histoire, c'est bien plus qu'une histoire. C'est un message, c'est une mission de vie, et ça pour moi ça prend tout son sens. Et oui, ma vie aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de la vivre. C'est avec mon cœur et avec les gens qui sont prêts à être réceptifs à tout ça. Parce qu'il y a plein de gens qui seront pas réceptifs, mais c'est pas très grave. Mais moi, je m'attache aujourd'hui à donner et à partager aussi des choses qui sont pour moi primordiales. Donc du coup, tu as constaté des changements dans tes priorités, c'est ce que tu as dit. Ta personnalité, tes émotions sont aussi différentes après ce qui s'est passé. Oui, je prends la vie. Alors c'est drôle, mais je prends la vie avec beaucoup de légèreté. Mais en même temps, je sais tellement le prix de la vie et je sais tellement à quel point c'est un fil. Donc voilà, je suis entre ces deux états d'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'arrive à vivre très légère et je partage des moments avec mes enfants où on arrive à rigoler et à rire de ce que j'ai vécu, de la mort, mais en faire quelque chose de léger. Et oui, la vie, elle a pris un tournant et elle sera plus jamais comme avant. Mais c'est la chance que j'ai.
Aujourd'hui, Du un coup, an c'est une après, force, c'est devenu une force. oui, aujourd'hui, je me dis que j'ai eu cette chance de vivre cet accident-là. Alors, ça peut paraître fou Quand on dit ça, quand on dit ça, mais oui, pour moi, ça a été une chance. ça t'a ouvert les yeux, Oui, par contre, quelque part. méfiance, parce que quand on ouvre les yeux, on les ferme, enfin, on peut les fermer aussi. Donc, moi, aujourd'hui, je m'attelle aussi à garder les yeux ouverts et à garder le cœur ouvert et à essayer de le transmettre aussi autour de moi, parce qu'on a vite fait de fermer les yeux. Voilà, on se dit, on a vécu un truc difficile, moi, je relativise. Ouais, mais il faut que ça dure, il faut que ça soit pérenne aussi. Faut transmettre. Ouais, c'est important, je pense. Transmettre, c'est important. Mm. On est d'accord. Est-ce que tu as essayé de chercher, enfin, est-ce que tu as essayé de entrer en contact avec des personnes qui ont vécu une histoire un peu similaire pour essayer Oui. de te raccrocher peut-être à des choses Ouais. vous auriez pu échanger? Alors, je ne l'ai pas fait volontairement. C'est au tout début de ma convalescence. Je suis tombée sur une émission de radio qui parlait d'une personne qui a fait un arrêt cardiaque très long, 53 minutes, et qui a écrit un livre. Et c'est la première émission que j'ai écoutée à la radio, et je suis tombée sur ça. Et donc, du coup, j'ai écrit un petit message à cette personne que j'ai rencontrée, avec qui on a beaucoup échangé. Ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis sentie comprise dans mes sensations et dans mes émotions aussi, vraiment propres Je pense que c'est important peut-être à ce moment-là. et intimes, oui. Notamment dans le passage dans l'au-delà et dans ce passage de la vie à la mort, parce que fort heureusement, on est très peu à vivre ces expériences-là, et de pouvoir le partager, de le vivre avec lui, ça a été vraiment riche pour moi. Et ça m'a permis aussi d'engager une prise en soin, parce que moi j'étais très très mal à ce moment-là aussi. J'ai eu des moments très très sombres, hein, donc Je pense, difficile. à ce moment-là, moi j'engage aussi une thérapie pour prendre soin de moi. Et j'avais pris soin de moi physiquement, parce que j'étais cassée de partout, mais là je passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire que là-haut, il fallait guérir quelque chose. Et donc oui, j'ai rencontré donc Nicolas. J'ai lu un petit peu aussi d'autres articles, mais j'ai pour l'instant pas envie trop de... Enfin, c'est encore un petit peu trop frais pour moi, c'est encore un petit peu trop récent pour entendre beaucoup d'histoires. Voilà. Parce que je sais que émotionnellement, c'est encore à fleur de peau. Donc voilà, je me préserve aussi. Après, il y a des gens qui me contactent, il y a des personnes qui me contactent par rapport aux EMI, hein, aux états de mort imminente. Mais je ne veux pas trop rentrer là-dedans, parce que c'est pas mon... En tout cas, moi, j'y vois pas une mission de vie de ce point de vue-là. Ma mission de vie, elle est autre. Elle est dans l'après. Elle est pas dans l'accident et dans l'après. C'est vraiment dans la vie et dans ce que j'ai à donner pour la suite. Et aujourd'hui, c'est compliqué de parler de cette histoire? Alors compliqué. Un peu moins difficile? C'est délicat. C'est de moins en moins compliqué, parce que finalement, je me rends compte que ça me fait du bien aussi. C'est une thérapie, c'est une sorte d'échappatoire, ouais. Ça me permet de donner du sens à ma vie, à ce qui m'est arrivé de vivre. Et ça me fait du bien aussi de rencontrer des personnes qui ont vécu des moments difficiles, hein, des passages de vie compliqués. Pas seulement ce que j'ai vécu, hein, des gens qui traversent des galères, il y en a plein, on est partout. Et c'est aussi des messages d'espoir que je reçois. C'est des témoignages qui sont extrêmement touchants. C'est important, ouais. Et quelle est la raison? Qu'est-ce qui a fait que là, tu es sur ce fauteuil et que tu viens nous raconter cette histoire? Ton histoire? Alors, mon histoire, je voulais pas en parler il y a quelque temps. J'avais pas du tout envie d'en parler. En tout cas, j'avais pas envie de la médiatiser, j'avais pas envie de faire le buzz, entre guillemets. C'est pas du tout le but pour moi. Et j'ai été sollicitée il y a quelque temps pour faire un passage dans une émission de télévision pour accompagner quelqu'un qui a fait
On va en parler. Une invention. Prévu. Bref, et donc j'ai eu cette sollicitation, mais je voulais pas passer à la télévision, je voulais pas parler, j'avais pas envie de médiatiser. Et puis c'est mon fils qui m'a dit un soir, mais maman, je comprends pas. Je comprends pas parce que tu vas regarder cette émission à la télé, puis tu vas être assis sur le canapé, puis tu vas rien faire. Et là, j'ai réfléchi. À chaque fois que je dis ça, ça me fait de l'émotion. C'est normal. Parce que finalement, je me suis dit oui, je peux pas rester sans rien faire. Enfin, on a vécu un drame tous ensemble. Et je me dois de délivrer un message, de faire quelque chose pour la vie. Et je veux pas c'est pour ça que mon histoire, on est obligé d'en parler pour en venir aux faits. Mais je veux pas m'attarder sur la mort, l'accident, etc. Par contre, il y avait vraiment des choses à faire. Et moi, c'est ça aujourd'hui. Et je sais que j'ai vraiment un élan de vie qui est en moi. J'ai quelque chose qui bouillonne en moi. Et j'ai besoin de déployer des stratégies, des interventions, voilà, je sais pas encore enfin, j'ai des pistes, hein, je sais qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais c'est sûr, c'est évident. Après, c'est voilà, la force des enfants, la famille, qui te pousse aussi. Tu as compris le pourquoi tu dois parler de cette histoire, visiblement, et je pense que les enfants, c'est important. Je trouve que c'est mature de sa part, en tout cas, d'avoir pris la parole et de pouvoir te le dire. Et c'est pas toujours évident. C'est ce qu'il y a de plus authentique chez l'enfant, c'est que l'enfant ne réfléchit pas, il n'y a pas de filtre. Moi, mon fils, il m'a dit ça, mais comme, voilà, au moment où il le pensait. Et puis pour lui, c'était une évidence, quoi. Maman, t'es là, t'es en vie. Alors tu vas pas sauver des vies, tu peux peut-être passer un message, sensibiliser. Tu vas quand même pas rester sur ton canapé. Mais nous, adultes, on a cette raison et ce truc de non, moi je suis pas télé, je suis pas. Ben ouais, finalement, l'enfant, moi je suis très à l'écoute aussi de ce que me disent mes enfants aujourd'hui, parce qu'il y a plein de messages. Donc du coup, justement, pour en venir au message, on t'a soutenu une cause puisque tu as parlé d'une émission. Donc tu es passé sur M6, dans Qui veut être mon associé. Oui, c'est une vraie démarche. C'est-à-dire que j'ai pris cette décision d'aller jusqu'au bout et de témoigner devant des millions de téléspectateurs. Et c'est pas anodin. Et c'est de l'émotion parce que je sais que derrière, ça évoque aussi la vie, la mort et toutes les solutions aussi qui existent autour de nous pour sauver des vies, en tout cas pour contribuer à sauver des vies. En fait, cette invention, il n'y a pas de retour sur investissement. Alors justement, l'invention, c'est GeoCœur. Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est, GeoCœur ? Oui, GeoCœur, c'est un boîtier qui est complémentaire au défibrillateur, qui vient se poser au-dessus du défibrillateur et qui permet aux personnes à proximité du défibrillateur d'être alertées si il y a un arrêt cardiaque à proximité de l'endroit où il se trouve. Donc jusqu'à maintenant, une personne en arrêt cardiaque, un témoin fait l'arrêt cardiaque et on va chercher le défibrillateur là où il se trouve. GeoCœur, il permet d'amener le défibrillateur au pied de la victime. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Et ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner des secondes, des minutes qui sont hyper importantes. Et c'est une valeur ajoutée, surtout dans la prise en charge de la victime. Donc moi, j'ai soutenu ce projet parce qu'il me paraît pertinent et évidemment novateur. Et je pense qu'on peut gagner des vies, des minutes, On l'a évoqué tout à l'heure, hein, ne serait-ce que dans une salle un peu isolée. Ouais. Si on n'a pas ce défibrillateur, ça s'arrête. Ouais. Et donc, à juste titre, le combat est là. Donc, on vous mettra le lien de GeoCœur. Vous pourrez aller effectivement avoir un peu plus de détails. Et du coup, c'est passé dans cette émission. Oui. Et est-ce qu'il a réussi finalement à être soutenu ? Alors Frédéric n'a pas été suivi par les investisseurs.
et ils se sont justifiés hein, par rapport à ça, parce qu'effectivement, il y a le retour sur investissement sur ce genre de dispositif, il est majoritairement humain. Et du coup, c'est difficile de venir interpeller des investisseurs pour un tel projet. Donc il n'a pas été suivi, mais pour autant, il a le soutien donc, de Julian Jacob, qui lui a fait un don assez conséquent et qui lui a ouvert son carnet d'adresses et qui lui permet aujourd'hui de faire développer sa structure, de mettre en place une collecte participative, donc pour développer vraiment son projet. Et donc les investisseurs sont, je pense, très touchés du point de vue humain par rapport à ces inventions. Mais voilà, c'est vrai que c'est encore des projets qui sont très nouveaux, quoi. Et il faut réussir à convaincre. Et aujourd'hui, c'est pas facile à réussir à convaincre, même pour les formations de gestion au premier secours. Hein. Alors oui, on en parle. Tout le monde nous le dit. Ouais, ça serait bien d'en faire. Pas mal en entreprise. Ça serait bien à l'école. Oui, mais on passe la deuxième et puis on y va, quoi. Oui, le plus difficile, c'est d'agir. C'est ça. D'interagir, je dirais. Oui. Donc, en tout cas, de mettre en place les projets. Parce que sensibiliser, c'est bien, mais moi, je veux aller plus loin. Il y a plein de gens hein, qui sont dans ce domaine-là. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre les actions en place. Et voilà, moi, j'ai des projets aussi sur les écoles et je trouve que c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour agir? L'information à nos jeunes enfants, la prévention des gestes qui sauvent aux plus petits. Moi, je vais intervenir là avec mes collègues pompiers en juin prochain dans une école pour les tout petits, les maternelles, et les enfants qui ont 3-4 ans. Mais aujourd'hui, nos enfants de 3-4 ans, ils prennent un téléphone, ils savent aller sur YouTube. Tout à fait. Aujourd'hui, simplement transmettre à ces enfants-là que le 18, c'est les pompiers, c'est le camion rouge. Le 18, c'est aussi la chaîne Gulli. Et savoir composer sur le téléphone de papa ou de maman le 18, savoir à quelle adresse tu te trouves, des choses très simples, sans rentrer dans le détail. Mais simplement ça, pour dédramatiser aussi, pour pouvoir passer ces messages qui sont importants alors pour les enfants. Mais un enfant qui rentre à la maison, il va en parler à ses parents, à son papy, à sa mamie, à ses frères et sœurs. Et du coup, voilà, petit à petit, on peut aller sur une vague quand même assez importante. Et donc, moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est pas aujourd'hui dans le programme scolaire de nos enfants. Dans certains pays, ça fait partie du programme au même titre que les maths, le français et l'anglais. Nous, c'est pas le cas, mais on peut intervenir. Et ça prend pas énormément de temps. Hein. C'est une demi-journée dans une année. Donc là, c'est l'occasion. Tu peux t'adresser aux auditeurs. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Moi, j'aimerais passer ce message-là. C'est-à-dire que pouvoir intervenir dans ces structures d'accueil, que ça soit dans les milieux scolaires, dans les crèches, pour pouvoir développer aussi toutes ces techniques aussi avec les professionnels. Ça me paraît hyper important. Je pense aux chefs d'entreprise aussi qui sont responsables de grand nombre de personnes et qui ne sont pas formés aux gestes de premier secours. Moi, je lance un appel aussi en disant allez-y, n'ayez pas peur. Justement, en parler, ça ne fait que dédramatiser. Parler de la mort, ça ne fait pas mourir. Parler de l'arrêt cardiaque, ça ne fait pas mourir non plus. Mais ça permet d'arriver peut-être plus serein sur une intervention. Et je parle d'arrêt cardiaque, mais ça peut être aussi tout autre accident de la vie la vie domestique. Il n'y a pas que l'arrêt cardiaque. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses à faire et il y a plein de structures qui existent pour former.
et du petit enfant de 3 ans jusqu'à la personne plus âgée. Et moi, je veux bien m'engager dans tout ça. Je suis, je suis très motivée pour ça. D'accord, très bien Mathilde. Eh bien, écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je te remercie. C'était un moment intense d'émotion, ton histoire. Vraiment, ça m'en donne encore des frissons. Je te remercie d'avoir été sincère. Et puis, le message est passé. J'espère en fait qu'il y aura beaucoup de monde qui commentera et qui te laissera des messages. Et j'espère que ça fera bouger les choses en tout cas. Oui. En tout cas, nous, on se retrouve chaque mercredi pour un prochain épisode, pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, puisque grâce à vos abonnements, on pourra vous fournir toujours des plus belles histoires, des histoires incroyables. Et donc là, on compte sur vous. Alors, à la semaine prochaine. À bientôt.